Alors, pardon. En introduction, elle va être peut-être un petit peu, brutale, vous semblez peut-être brutale, mais n'empêche que, ça fait partie de la thématique. Je voulais repréciser qu'il y avait 2 modes de transmission. Le premier, un petit peu, voilà, disons, oui, brutal, c'est ce que je voulais signifier, puisque la transmission peut se faire, par décès, malheureusement, du chef d'entreprise. Et à ce moment-là, c'est fort dommageable parce qu'il y a de nombreuses conséquences pour le conjoint survivant, pour l'entreprise. Il est vrai que, bah, pour, échanger très régulièrement avec nos clients chefs d'entreprise, on s'aperçoit très, très régulièrement et d'autant plus dans le milieu agricole que la prévoyance, c'est vraiment une solution souvent, négligée. Comme je le dis souvent, on s'aperçoit que nos clients agriculteurs, ont très bien assuré, leur parc matériel, bâtiments et autres et encore que. Mais le bonhomme, si je peux me permettre, ne l'est pas souvent, alors qu'il y a plein de solutions et de produits qui le prévoient, qui sont bien sûr à structurer, hein, puisque c'est des structurations bien souvent, à la carte. Mais en tout cas, c'est quand même des choses auxquelles il faut penser et réfléchir, et qui sont importantes. Ensuite, bien sûr, on va plutôt s'intéresser à la transmission du vivant du chef d'entreprise qui, elle, forcément, n'est pas subie, elle est accompagnée, préparée, anticipée. Puisqu'il y a des possibilités bien sûr d'organiser tout ça préalablement. Le plus difficile dans l'histoire, c'est et ça je le constate très régulièrement également, c'est pour le chef d'entreprise ou la personne, l'homme ou la femme d'identifier ses objectifs et ses besoins. À cette question-là, souvent, c'est un petit peu le vide, le blanc. On a du mal à exprimer ses besoins et ses objectifs. Bien souvent, moi, quand on est dans cette phase-là, un petit peu d'animation pour faire exprimer les besoins et les objectifs, je commence à leur dire, bah, si vous n'y arrivez pas de manière positive, on va le faire de manière négative. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Surtout, qui soit, voilà, ça permet du coup d'avoir un peu un contre-pied et de pouvoir exprimer plus facilement, et ce qu'on veut en définitive. Mais ça, c'est super important et ça va conditionner votre parcours de transmission. Alors, comme je l'avais, indiqué, hein, c'est avant tout un webinaire pour vous sensibiliser à l'intérêt de préparer cette transmission. Puisque la transmission de l'entreprise, elle impacte vraiment, beaucoup de choses. Là, c'est une liste non exhaustive, mais on va commencer par, la notion de ressources du cédant, hein. C'est bien connu qu'entre les revenus d'activité et les pensions de retraite, il y a souvent un décalage, un décrochage même, on peut le qualifier comme ça. Hem, Quand on est dans des schémas sociétaires, surtout, le départ d'un associé, peut aussi, impacter la pérennité de l'entreprise à travers, ben, les remboursements de comptes courants d'associés, comment on cède les parts sociales, enfin toutes ces questions-là. Ça va bien sûr impacter la fiscalité au sens large. Vous allez vite le comprendre quand on va aborder cette notion-là, mais on ne s'arrête pas à la fiscalité de l'entreprise au sens, propre, hein. Il y a aussi d'autres choses qui vont être impactées et qui relèvent de la fiscalité. Le droit civil, au sens, la transmission, bah, ça impacte, tout ce qui est, des, dévolution successorale, donation, enfin toutes ces thématiques-là. Et puis également, là, vraiment spécifiquement pour, nos clients agriculteurs, le droit rural. Donc on va aborder, hein, chacune de ces bulles, les unes après les autres. La première, les ressources du cédant. Donc là, je m'étais, on va dire amusée à simuler une carrière, 100 chef d'entreprise, agricole, avec une notion qui est celle du plafond annuel de la sécurité sociale, qui est très important dans le domaine social et plus particulièrement dans celui de la retraite. Parce que tout simplement, il y a un système de plafonnement à cette référence-là, cette notion-là. Pour vous donner des ordres d'idées, des échelles de valeur, le plafond de la sécurité sociale était de 60 120 francs en 1980 et maintenant il est de 41 136 € en 2021 et sauf erreur de ma part, je crois que c'est encore la même chose en 2022.
Du coup, j'avais, mis cette configuration-là dans mon logiciel d'estimation de pension de retraite et en faisant ça, on s'aperçoit que la retraite obligatoire d'un chef d'entreprise agricole, qui a toujours eu des revenus donc importants, hein, par définition, hein, puisque, bon, ben, en agriculture, on sait que les revenus sont pas forcément toujours, au niveau du plafond de la sécurité sociale. Mais en tout cas, la simulation, elle est bien dans ce sens-là, à ce système de plafonnement, toujours être au plafonnement et bien, la résultante était, de l'ordre d'à peu près de 1 240 € net par mois. Je vous ai mis une petite parenthèse, un petit peu provocante certes, mais n'empêche que, qui fait référence à la fameuse loi de la retraite agricole à 1 000 €. Je l'ai mis comme je le pense, hein, une fausse bonne nouvelle puisque mis à part ces profils-là que je viens de simuler, chefs d'entreprise agricole d'un bout à l'autre de leur carrière, beaucoup de nos retraités agricoles, passent à la trappe. Je m'explique, il suffit d'avoir été, aide familiale en début de carrière ou alors, salarié du régime général pour que cette histoire de 1 000 € ne soit pas, possible, et ne soit pas atteignable. Donc c'est dans ce sens que je dis que c'est une fausse bonne nouvelle. Tout le monde a accueilli ça, mais quand, avec beaucoup de voilà, de joie et de reconnaissance et encore que je pense qu'on peut mieux faire. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de cas qui passent à la trappe et même à con si on peut l'exprimer différemment, c'est plutôt même le contraire, c'est qu'il y a peu de gens qui s'inscrivent en fait dans cette réforme-là. J'introduis ici, la notion de taux de remplacement, c'est-à-dire que c'est le rapport qui est fait entre le montant de la pension de retraite et le montant des revenus d'activité, spécifiquement, excusez-moi, dans le milieu constate à hauteur de 39. D'où, cette notion de attention, alors certes de l'identifier, ça ne va en rien changer votre pension de retraite, mais au moins de l'anticiper et de la quantifier, puisqu'on voit bien qu'il y a un gros décalage entre les revenus et la pension. Et ça, il faut l'identifier, il faut le calibrer, et du coup, une fois que c'est calibré, qu'on a les euros, on peut après aller chercher des solutions pour compléter sa retraite et bien sûr, ça coule de source, mais je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais plus tôt on essaye d'anticiper et de structurer ça et plus c'est facile de le faire. Dit autrement, c'est pas, à 60 ans qu'il faut s'en inquiéter, puisque c'est trop tard ou en tout cas l'effort financier sera trop important pour y remédier. Alors quand j'évoquais, la pérennité de l'entreprise et l'impact d'une transmission, ce point-là, pardon, bah, je l'avais un peu introduit tout à l'heure, c'est quand on est dans un système sociétaire, ben, quid des parts sociales et comment on rembourse le compte courant d'associé? Vous n'êtes pas sans savoir que bien souvent ça peut être des choses très lourdes à rembourser et du coup, ben, ça impacte directement, la trésorerie, des associés, enfin de la société et des associés, restants. Donc ça, c'est anticipé, à préparer et surtout à réfléchir. De la même façon, bon, bah, par rapport au principe de transparence et encore plus en ce moment avec la réforme de la PAC qui est en train de voir le jour, bah, dès qu'il y a une sortie d'associés ou un mouvement d'associés qui va aussi au passage bouleverser la détention du capital social, c'est important en fait de calibrer ça encore une fois, de le chiffrer et de voir en quoi ça va, impacter la rentabilité de l'entreprise puisque là, on parle quand même de voilà, du volet des aides PAC qui impacte directement le BE et donc la rentabilité de l'entreprise. De la même façon, il y a aussi des petits ponts à faire, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer quand même de transfert des droits à DPB entre le cédant et le repreneur. Enfin, il y a toutes ces chantiers-là, si je peux me permettre, à évoquer au moment d'une transmission. Et bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que, en agriculture, mais il y a c'est pas le seul secteur d'activité, mais particulièrement en agriculture quand même, on se rend compte que plus, ça va et plus il y a les capitaux à transmettre sont lourds.
et malheureusement, certaines filières, sont aussi, taxées de rentabilité plutôt faible. Donc tout ça associé rend les transmissions de plus en plus, difficiles et délicates. Du coup, on revient à des choses vraiment très, pratico-pratiques et essentielles. Il faut vérifier d'un point de vue économique que tout fonctionne. Dit autrement que, les repreneurs puissent absorber tout ça, sans pour autant que le cédant se dépouille, et vende au rabais son entreprise. Donc il faut essayer de respecter tous les équilibres financiers, autant que faire se peut. Alors le domaine de la fiscalité. Comme je vous l'ai expliqué, il est assez large, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la cessation d'activité, bien souvent, s'accompagne, d'un supplément de fiscalité, à travers 2 grandes thématiques, hein, celle des plus-values et des revenus exceptionnels qu'elle va engendrer et celle de l'impôt sur la fortune immobilière. On va commencer par, le sujet des plus-values et autres revenus exceptionnels. Donc au passage, c'est simplement de vous rappeler comment on calcule une plus-value. Donc dès lors qu'il s'agit d'un actif présent au bilan de votre entreprise, donc ça peut matériel, hein, plus classiquement par exemple, on va tout simplement soustraire la valeur vénale, donc la valeur marchande auquel vous allez vendre le bien, de sa valeur nette comptable et de là, on va avoir cette notion de plus-value qui intervient. En revanche, quand on est dans des schémas sociétaires et qu'on parle non pas de cession de biens, type matériel ou installation, bâtiment, mais de parts sociales, là, le calcul est un petit peu différent, même si la philosophie est la même. On part toujours de la valeur vénale, marchande, hein, auquel la négociation commerciale a abouti, duquel on soustrait sa valeur nominale ou alors la dernière valeur, de cession, on va dire, qui a été retenue. Une fois qu'on a, déterminé cette plus-value en euros, il y a aussi une notion de nature de plus-value et en fonction de la nature de cette plus-value, les contreparties ou contre-coups fiscaux ne sont pas les mêmes. Heu, Très, très grossièrement et rapidement, la plupart de nos transmissions, d'entreprises individuelles ou bien dès lors qu'il s'agit de vendre des immobilisations appartenant à une société civile agricole, on va être dans le registre des plus-values professionnelles et ces plus-values professionnelles, souvent, c'est un peu un défaut de langage, on dit: «On est taxable aux plus-values». C'est pas vraiment on est taxable, c'est qu'on identifie ces plus-values et en fonction de tout un tas de choses, on voit, quel est le montant de la plus-value qu'on conserve dans votre résultat de cessation et qui, comme le résultat courant, est soumis à imposition sur le revenu et à CSG-CRDS. Ensuite, quand on évoque des plus-values immobilières, donc tout l'immobilier qui est hors bilan, de l'exploitation agricole, là, c'est le principe classique des plus-values immobilières qui est soumis à une taxe forfaitaire de 19 et à de la CSG-CRDS également. Et si, le schéma est sociétaire et qui plus est, soumis à l'impôt sur les sociétés, et que là, on est dans le registre, pardon, des plus-values sur cession de parts. Là, c'est encore un autre système de fiscalité. Mais bon, vous voyez que quand même on touche du doigt ce poids de la fiscalité au niveau de la cessation d'activité, qu'on parle du barème progressif auquel vous soyez soumis ou de taux forfaitaire, peu importe, mais en tout cas, il y a des contre-coups fiscaux qui, encore une fois, bah, sont même si ça ne changera rien au final, mais c'est bien de les anticiper pour, bah, éventuellement les travailler parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des dispositifs qui permettent d'alléger, hein, ces contre-coups fiscaux et peut-être aussi de les optimiser. En effet, pour la bon nombre de nos clients agriculteurs, ils sont dans des profils, qui font que de par leur niveau de chiffre d'affaires, ou ne serait-ce que de par ce niveau de chiffre d'affaires, hein, je le rappelle rapidement, hein, mais du moment qu'on a plus de 5 ans d'activité et moins de 250 000 € de chiffre d'affaires, on est exonéré des plus-values professionnelles.
Donc, c'est le premier point hein, auquel je fais référence, exonération en fonction du niveau du chiffre d'affaires, bah, c'est la règle que je viens de vous spécifier. Du coup, ben, vous pouvez vendre le tracteur le plus cher possible. Il n'y aura pas de contre-coup fiscal sur cette vente et cette reprise de tracteur dans la mesure où vous répondez à cette règle de durée d'activité et de chiffre d'affaires. Quand bien même on est au-delà de cette notion de chiffre d'affaires, il y a aussi tout un tas de dispositifs qui existent, qui vont amener à obtenir des exonérations en fonction de la valeur des biens cédés, en fonction de la durée des détention quand on parle d'immobilier. Entre autres, il y a également des cas d'exonération en cas de transmission à titre gratuit, hein. Quand on entend transmission à titre gratuit, ça veut dire donation. Et puis aussi, plus spécifiquement, des cas d'exonération en cas de vente et de départ en retraite. Donc, il y a tout un panel d'articles du Code général des impôts qui permettent d'obtenir soit des abattements, soit des exonérations. Donc, je ne voulais pas vous faire peur sur ce sujet-là, mais simplement vous sensibiliser sur le fait que moi, j'amène toujours les clients un peu en amont à dire, bah voilà, on a votre état des immobilisations, ça serait bien pour chaque immobilisation que vous me donniez une valeur de vente, une destination aussi. Et puis, à partir de ça, on arrive un petit peu à modéliser l'impact de la cessation d'activité et de la vente de tout ce qu'on a à vendre. Et ça permet d'orienter un petit peu les choses, de les chiffrer grossièrement et surtout des fois de jouer un peu avec des équilibres puisqu'on se rend compte que c'est peut-être mieux de mettre un peu plus de valeur sur le matériel qui est exonéré des plus-values, à contrario d'en mettre un petit peu moins sur la valeur du bâtiment qui n'est pas dans le bilan parce que je serai taxée aux plus-values privées de l'autre côté. Enfin, il y a tout un jeu d'optimisation qui est possible, mais qui nécessite un petit peu de la préparation et de l'anticipation. Je vais souvent répéter ce mot-là, je m'en excuse, mais c'est vraiment le maître mot à retenir. Quand j'ai évoqué ces surcoûts de fiscalité, il n'y a pas que cette histoire de plus-value, il y en a d'autres, c'est-à-dire que si vous avez quelques années avant été alors, je vais un peu provoquer encore une fois, mais tant pis, c'est le but. Vous êtes les rois de l'optimisation fiscale à force et à coup de DEP, donc déduction d'épargne de précaution. On a étalé des plus-values court terme. On a fait une option à la moyenne triennale fiscale. Bon, bah, tout ça, il faut bien se mettre en tête que c'est des produits dits latents qui, au moment de la cessation d'activité, comme il y a cette rupture qui se crée, vous reviennent dessus. Dit autrement, un exemple tout bête, hein, si j'ai un joli portefeuille de DEP qui n'a encore jamais été affecté de 60 000 euros, hein, j'ai fait un coup 20 000 euros, un coup 30 et un autre coup de 10 000 euros, et ces DEP, je ne les ai jamais réintégrés dans mon résultat fiscal. Et ça sera le cas au moment de votre résultat de cessation. Donc oui, vous aurez gagné sans doute de la fiscalité et surtout de la MSA. Le fait de les réintégrer dans votre résultat de cessation, ça ne sera pas dommageable vis-à-vis des cotisations MSA vu que vous n'en paierez pas. Mais par contre, sur le plan de la fiscalité, voilà, ça risque de faire un petit peu mal. Pareillement, ça peut être un principe hein, qui a fait que, bon, ben, malheureusement, au moment de votre cessation, on arrive à un état de fait qui consiste à s'apercevoir que la valeur de votre cheptel, entre autres, hein, quand je parle de stock, la valeur de votre cheptel est bien moindre, comptablement parlant, que sa valeur réelle et vénale. Bon, bah là, bien évidemment, pareil, il y aura un résultat courant qui va s'en dégager. Si ma vache, elle a une valeur de stock de 800 euros et que ben, au moment de la vente de mon cheptel, je la vends 1000 euros, bah forcément, il y aura 200 euros de résultat par rapport à à cette vente. J'ai également mentionné la TVA, ça je vais passer assez rapidement dessus, même si c'est quand même un sujet à aborder forcément. C'est que
Du moment que vous voulez conserver du matériel, un bâtiment, donc qui dit conserver, dit dans notre jargon, un retour dans le patrimoine privé. C'est-à-dire que tous ces biens-là, hein, sur lesquels j'ai récupéré de la TVA, au bout du bout, une fois que je cesse mon activité professionnelle, elles vont transiter de mon patrimoine professionnel à mon patrimoine privé. Sauf si bien sûr je les vends, hein, on est d'accord. Mais si je décide de les garder, il y a cette transition qui s'opère et du fait de cette transition, il y a, nécessairement des régularisations de TVA, où là, il y a 2 grandes, catégories, et modes de calcul. Plus spécifiquement, dès que c'est du matériel, des installations, et qui dit installation dit même, installation au sens démontable. Là, on va opérer des régularisations de TVA sur la valeur marchande retenue au moment de votre cessation d'activité. Alors que tout ce qui est bâtiment ou plantation, donc des immobilisations, de ce type-là, c'est la règle des 20e. Donc là, je la fais courte, hein, mais si vous avez récupéré de la TVA sur des bâtiments depuis plus de 20 ans, là, il y aura pas de régularisation de TVA. Mais s'ils ont moins de 20 ans, là, on vous serait tenu de faire des régularisations par 20e. Si vous l'avez fait, par exemple, il y a 14 ans, bah, vous serez tenu de régulariser 6/20 de la TVA, au moment de votre cessation d'activité. Donc encore une fois que j'ai dit tout ça, hein, vous voyez bien, enfin j'espère que vous voyez bien et que vous touchez du doigt cette nécessité d'anticiper tous ces points. On n'arrivera pas à tout anticiper, mais il y a quand même bon nombre de choses qu'on peut faire et qu'on peut un petit peu approcher, heu, 2-3 ans à l'avance en se disant: «Bah, tiens, ce bâtiment-là, quand j'aurai pris ma retraite dans 3 ans, on va commencer à faire des calculs de régularisation de TVA, on peut approcher certaines choses, on peut commencer à réintégrer peut-être des DEP», voilà, il y a des choses à faire et à réfléchir en amont. Sur le plan de la fiscalité, donc j'avais scindé les choses en 2, hein. Il y avait également l'IFI. Alors vous allez comprendre pourquoi, parce que peut-être que certains ça les étonne de voir cette thématique-là. Pour la simple et bonne raison que, au moment de la cessation d'activité, tous les biens professionnels, donc ça me fait la transition avec les histoires de régularisation de TVA qui restent dans le patrimoine privé. Bah, tous les biens qui vont, professionnels qui vont devenir, bah, des biens, qui vous sont propres et à vous, simples particuliers retraités, eh bien ces biens-là vont rentrer, dans votre, dans la base de l'impôt sur la fortune immobilière. Heu, Tant que je prends l'exemple des noyers, hein, parce que moi je travaille sur le secteur de Châtes-Saint-Marcellin, mais c'est vrai aussi pour, les bâtiments. Tant que les noyers ou les bâtiments, je suis agriculteur et donc professionnel et que je les utilise dans une vocation agricole et professionnelle, bah, ça marche, hein, elles ne rentrent pas dans l'assiette de l'IFI. Alors qu'au moment où je demande ma retraite et bien sûr que je garde ce patrimoine-là dans mon c'est bien là dans mon patrimoine. Là, ça rentre, dans l'IFI. Donc on peut passer pour certains, d'une situation, où, bah, je suis tranquille, hein, je ne suis pas redevable de l'IFI parce que mon patrimoine n'atteint pas, la somme suffisante. Mais par contre, du moment que je prends ma retraite et que tout ce patrimoine professionnel rentre dans l'assiette IFI, là, ça peut me propulser au statut de non redevable à celui de redevable. Donc en 2 secondes, on se rappelle un petit peu les règles, et les niveaux, de cet IFI. Donc vous commencez à, vous êtes redevable de l'impôt sur la fortune immobilière dès lors que votre patrimoine immobilier, hein, ça sort, le champ de tout ce qui est financier. Donc c'est essentiellement l'immobilier net dépasse 1 300 000 €. Mais le calcul en tant que tel, démarre à partir de 800 000 €. Donc si je répète, hein, du moment que tout votre patrimoine immobilier, dépasse la somme de 1 300 000 €, vous êtes redevable de l'IFI, mais le mode de calcul se déclenche à partir d'un patrimoine de 800 000 € et vous avez le barème, hein, qui est progressif et par tranche, un peu comme le calcul de l'impôt, sur les revenus.
Je clôt le chapitre de la fiscalité. Le droit civil, qu'est-ce que j'entends par ça? Tout simplement, si malheureusement la transmission est subie, bah, forcément, il y a les droits de succession qui vont, être appelés sur, le patrimoine professionnel de la personne, décédée. Rappel, hein, des choses que vous devez sans doute déjà connaître. Droit de succession et droit de donation, c'est à peu près les mêmes, tranches et les mêmes modes de calcul. Certes, il y a un abattement de 100 000 € par parent et par enfant, tous les 15 ans, c'est le principe de rappel fiscal. Mais n'empêche que sur nos patrimoines, agricoles professionnels, on dépasse assez souvent, les 100 000 € et du coup, tout ce qui dépasse les 100 000 € est soumis à droit de succession et je vous ai mis le petit graphique qui, rappelle le système également par tranche de taxation et on se rend vite compte qu'il faut pas beaucoup que enfin, c'est pas la peine que ça dépasse de beaucoup les 115 000 €, puisque assez rapidement, on est taxé à 20. Hein, vous le voyez, bon, on est taxé à 5 entre, de 0 à 8 072 €, ainsi de suite. Mais très, très rapidement, il suffit d'avoir un patrimoine, bah, de 116 000 €. Bon, OK, on a l'abattement, mais l'abattement va vous enlever les 100 premiers 1 000 €. Mais tout de suite, assez rapidement, on va, taper dans la tranche à 20. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que plus le patrimoine est déséquilibré, alors déséquilibré au sens, couple, hein, entre monsieur et madame, plus le patrimoine est important et plus les enjeux sont élevés, au travers de cette transmission si elle n'est pas préparée. Donc ça fait écho à des notions de gestion de patrimoine et d'anticipation, donation, démembrement de propriété. Il y a tout un tas de choses à faire. Mais encore une fois, encore faut-il être, conscient et capable d'exprimer ses objectifs et ses besoins vis-à-vis de ses enfants, puisqu'on va l'aborder un peu plus tard. Mais, qui dit transmission de l'entreprise, subie ou non subie, dit, forcément on va parler aussi de la transmission, globale au sens, bah, de tout mon patrimoine, pour éviter les déséquilibres entre enfants, pour protéger encore le conjoint survivant, voilà. Donc ça fait écho à ce qu'on appelle l'audit patrimonial, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Le droit rural pour finir, donc en effet, c'est vrai qu'on est souvent, amenés à parler des spécificités du statut du fermage. Vous savez que la cessibilité du bail, elle est très peu usitée, hein, dans le milieu agricole, hein. Souvent, il y a pas de cessibilité du bail. Et c'est bien là où le bât blesse parce qu'acheter une entreprise, bon, c'est une chose, mais si on n'est pas assuré de pouvoir exploiter les terres, qui vont avec, ça complique énormément, les choses. Et c'est bien là la nécessité, de préparer ça avec le cédant qui vous accompagne pour enfin, qui dans la ma enfin, comment dire? De la manière à ce que le repreneur, la reprise soit facilitée. C'est-à-dire que c'est bien, enfin moi j'essaye de préconiser ça en tout cas, que le repreneur et cédant, aillent ensemble, voir les propriétaires pour assurer ce passage de relais parce qu'il n'est pas, évident et pas certain. De la même façon, acheter des parts sociales dans un GEC, une SCOA, une ERL, selon comment les baux, sont rédigés et à qui ils s'adressent, ça ne garantit pas l'exploitation, des hectares. Donc la valeur de la part pourra être, pourra vous être proposée à 100 € la part, je dis n'importe quoi. Si demain on vous dit: «Oui, OK, tu achètes les parts», mais derrière, le propriétaire, a repris, ses biens et vous le GEC, Tartampion ne peut plus exploiter, ces hectares, bah, j'ai envie de dire la valeur de la part, elle vaut zéro. Voilà. Tout ça pour vous sensibiliser au fait que la transmission d'une entreprise, l'achat d'un matériel, d'un cheptel, de parts sociales ne vous garantit pas de l'exploitation, de des terres. Hem, alors oui, il y a eu une notion de fonds agricole, de fonds rural qui a été instauré, mais encore faut-il, le formaliser.
et le déclarer officiellement à la chambre d'agriculture. Vous l'avez compris, enfin en tout cas c'était le but de ma présentation, de ma démonstration. Si on ne prépare pas la transmission de son entreprise, on peut, c'est pas une obligation, mais on peut, être confronté à différentes difficultés, baisse de revenus conséquente, hein, entre les revenus d'activité et les pensions de retraite, une fiscalité importante associée, mise en danger de la pérennité de l'entreprise et si on est dans le cadre d'un décès, une famille, une entreprise non protégée. Donc encore une fois, retenir cette phrase qui est très importante: «Préparer pour ne pas subir». Et ce travail de préparation, bah, je trouve que ce schéma l'illustre relativement bien. En fait, c'est pas une évidence, hein, quand on transmet une entreprise, c'est difficile d'exprimer ses objectifs, c'est difficile de prendre en compte l'environnement familial, personnel, les desiderata financiers, la contrainte de l'environnement. Qu'est-ce que me contraint le droit civil, le droit rural, le droit fiscal? Est-ce que je respecte bien les équilibres financiers? Donc la solution, elle va pas être trouvée sur un coin de table en 5 minutes, hein, ça c'est faut se l'enlever de la tête, mais ça va être un aller-retour, un jeu d'aller-retour entre ce que je veux, ce que je peux et ce que l'environnement m'impose. Et une fois qu'on a fait ça, on arrive petit à petit à dessiner des hypothèses et de ces hypothèses, vont naître des décisions et un plan d'action et là on arrive, vraiment à du concret. C'est pas que ça soit pas concret jusque présent, mais à dresser un plan d'action et un rétro-planning en conséquence. Mais en amont, il faut avoir fait ce travail, ces échanges, entre ce que je veux, ce que je peux et ce que l'environnement m'impose. Hem, Comment préparer la transmission? Hein, maintenant que vous êtes sensibilisé au fait de le faire, comment on s'y prend? Dans un premier temps, c'est peut-être aussi une déformation, de ma part, hein, puisque je suis sensibilisée à la notion d'audit retraite, mais pour moi, ça commence par définir ses besoins. Ses besoins en termes de ressources, de quoi j'ai besoin une fois que je serai à la retraite pour vivre. Et là, on a un peu une fusée pardon, à étages qui consiste à, pour répondre à cette question, s'intéresser à une estimation du montant de sa retraite. Et puis bien souvent, malheureusement, ça ne suffit pas et ça nous permet, à ce moment-là, d'identifier et surtout de calibrer un complément de revenu à mettre en place. Donc exemple tout simple, hein, si j'identifie que j'ai besoin pour vivre de 1 500 €, que je rencontre après, la MSA qui me dit: «Ben, votre pension sera de 1 000 €», voilà, il me reste 500 € à combler. Est-ce que ces 500 € à combler, je les ai déjà organisés, à travers un investissement immobilier et donc une location qui va tomber? Est-ce qu'ils sont à construire? Voilà, c'est ce travail de réflexion et de calibrage. J'emploie souvent cette expression, mais c'est vraiment ça. On a besoin de poser des chiffres à un moment donné et de se dire: «Voilà, de quoi j'ai besoin, combien la pension de retraite obligatoire va m'apporter et de ce fait, quel est le complément de revenu, que je dois obtenir qui est déjà en place ou à mettre en place». Alors, justement, ce complément de revenu, il peut aussi être, alimenté par la transmission de mon entreprise, que ça soit sous forme de location, parce que j'ai loué les terres pour lesquelles je suis restée propriétaire, ou bien de vente, parce que j'ai vendu, pardon, mon matériel, mon cheptel ou mes parts sociales. Voilà, ça peut être tout simplement la transmission de mon entreprise qui va alimenter ce complément de revenu. Mais pour alimenter cette réflexion, encore faut-il savoir quelle est la valeur de mon entreprise, hein, si on parle de vente. Hem, donc dès qu'on est, amené à réaliser pardon, ce travail, ça s'appelle une évaluation d'entreprise, donc c'est des choses qu'on fait assez régulièrement aussi. En amont, il faut réaliser un diagnostic
Pourquoi réaliser un diagnostic? Il va vous permettre d'identifier, à travers des notions intrinsèques comme extrinsèques, eh bien, j'ai envie de dire les points forts et les points faibles de l'entreprise. Qu'est-ce qui va être plutôt, important de souligner parce que va être facilitant pour la transmission de l'entreprise ou à contrario, quels sont les points de blocage qu'on peut peut-être anticiper et travailler pour que ça devienne p pas enfin, que ça passe de point de blocage à plutôt, point, plus facilitant pour la transmission. Donc c'est là, je vous ai mis quelques exemples, hein, mais quand on parle de diagnostic, ça peut être un diagnostic, juridique, ça peut être un enfin, c'est tout ça, hein, c'est du juridique, c'est du fiscal, mais c'est aussi, ben, de qualifier, les installations et le matériel à travers leur qualité, mais aussi, leur valeur pénale. Par exemple, hein, des exemples qui me viennent en tête, est-ce qu'il y a des nécessités de mise aux normes? Ça peut être ça. Ça peut être aussi d'apprécier l'entreprise à travers la conjoncture de la filière et l'avenir de la production. Est-ce que j'ai de la clientèle et des débouchés? Ou bien est-ce que j'ai qu'un partenaire commercial et qui plus est sans contrat? Est-ce que j'ai de la concurrence? Enfin, on passe vraiment par plein, 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 plein de choses pour identifier les points forts et les points faibles à, à mettre sur la table par rapport à la transmission de votre entreprise. Et là, bah, c'est un peu ce que je disais à l'instant. Vous comprenez bien que si j'ai une entreprise où j'ai les installations vétustes, le matériel ancien, des salariés, mais avec bah, un turnover incroyable, des mauvais clients qui ne sont pas payeurs et une rentabilité faible affichée sur ma comptabilité, ça va pas faciliter les choses. A contrario, si j'ai une entreprise, qui est inscrite en démarche de qualité, matériel il est récent, il est ergonomique, des salariés, au top, autonomes qui sont capables de suppléer les chefs d'entreprise pendant leur absence, des bons clients, un système de contractualisation qui verrouille un peu les choses pendant quelques années, une rentabilité significative. Là, on marque un peu plus des points sur, la transmission et la facilité de le faire. Donc tout ça, ce diagnostic nous permet d'introduire une notion de risque qui est utilisée dans une des méthodes qui nous sert à évaluer l'entreprise. Je vais aller très rapidement sur cette notion de valeur d'entreprise. Je voulais vous donner deux, trois billes, mais c'est vraiment un travail à part entière à faire avec voilà, un conseiller qui vous guide là-dessus, hein. Donc la valeur d'une entreprise, ça se traite, à travers, 2 grandes familles de méthodes. Celle la plus connue et celle qu'on va bien souvent, bah, retenir, à défaut de mieux, sur les entreprises individuelles, c'est apprécier la valeur de l'entreprise à travers ce qu'elle possède. Ça, c'est une partie des méthodes. Et puis une autre famille des méthodes qui, elle, est très variée et très fournie, c'est d'apprécier non pas, l'entreprise à travers ce qu'elle possède, mais ce qu'elle rapporte. Voilà. Alors, je vous donne 2 exemples, mais très, très sommaires et grossiers. Quand on parle d'apprécier la valeur de l'entreprise ou en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait en récupérer sous l'angle de patrimonial, mathématique et de ce qu'elle possède, c'est tout simplement de faire un inventaire de tout ce que j'ai à l'actif, donc l'actif corporel, financier, mon circulant. Si on établit tout ça, ça vaut 300 000 €. Bon, ben, déduction faite de ce que je dois si je suis, bah, si j'ai encore des emprunts à la banque, si j'ai des dettes fournisseurs, si je suis dans un environnement sociétaire qui a des comptes courants d'associés. Voilà, je fais aussi un inventaire de tout ça avec des chiffres en face. Si on admet que j'ai 300 000 € d'actifs réévalués et 200 000 € de dettes, bah, vous l'avez compris, la valeur patrimoniale de l'entreprise est tout bêtement et mécaniquement 200 000 €. Ça, la valeur patrimoniale, j'allais vous dire, c'est la plus simple à aborder et encore que, il y a quand même des petits points de vigilance, tels que les constructions sur sol d'autrui. Oui, l'entreprise a financé un bâtiment, c'est le cas le plus courant, hein, mais si ce bâtiment-là, est implanté sur un terrain qui n'appartient pas à l'entreprise, bah, le bâtiment, il n'appartient pas à l'entreprise, tout simplement. Donc, comment on qualifie cette valeur de bâtiment? Est-ce qu'on l'intègre dans la valeur des parts sociales, ou pas? Puisque, juridiquement parlant, ce bâtiment n'appartient pas à l'entreprise. Donc, comment
on se dépatouille de cette problématique de construction sur sol d'autrui. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais tout ça pour signifier que la valeur patrimoniale pouvait quand même vous amener sur des notions un peu plus compliquées, entre autres sur cette approche de construction sur sol d'autrui. Les autres méthodes économiques, elles, pardon, alors il y a une petite erreur, c'est pas le bon libellé, je m'excuse, mais c'était un exemple que je voulais vous faire voir très, très rapidement sur, la valeur qu'on appelle la valeur de rentabilité. Bah, si on identifie à travers les comptabilités que le bénéfice moyen reproductible de l'entreprise est de 20 000 € et que par rapport au contexte actuel et au diagnostic réalisé sur l'entreprise, on établit que le taux de capitalisation retenu est de 8 bah là, la méthode nous amène à dire que la valeur de l'entreprise est de 250 000 €. Pourquoi 250 000 €? Parce qu'on a résolu l'équation suivante, à dire bah, X, qui est la valeur de mon entreprise multipliée par 8%, est capable de me dégager 20 000 € par an, est égal donc à 20 000 € par an, bah, vous voyez bien que l'équation, c'est X est égal à 20 000 € divisé par 8%. Et on obtient la valeur de l'entreprise à 250 000 €. Et à travers cette approche de rentabilité, intervient la notion de risque et bah, comme tout investisseur, hein, qu'on soit dans un investissement agricole ou des actions, peu importe, on va tous réagir de la même façon. Plus l'investissement est dit risqué, plus on va demander un taux de capitalisation important parce que plus vite on a envie de récupérer la mise. Mais comme vous le voyez, hein, mécaniquement, moins la valeur de l'entreprise est importante aussi. Mais voilà, ça permet d'introduire un peu cette notion de je peux évaluer mon entreprise à travers sa capacité de rentabilité ou de bénéfice. Une fois qu'on a déterminé une fourchette de valeur, reste encore la phase de négociation, hein. C'est pas parce qu'on rend un rapport qui établit que l'entreprise vaut entre 200 et 250 000 €, que c'est au bout du bout la valeur qui va être retenue, hein. Il peut y avoir tout simplement le jeu de l'offre et la demande qui s'intercalent au milieu. Et puis, bien entendu, il faut encore faire se rencontrer les objectifs et les attentes de chacun. Et c'est là où c'est un peu compliqué, ça peut être compliqué, puisque, les objectifs du cédant peuvent être, bah, complètement différents des objectifs du repreneur. Bien sûr, un cédant, lui, va vouloir vendre au mieux son entreprise, alors que le repreneur, ben, moins il achète, cher, mieux c'est puisque, ça lui permettra de rembourser ses prêts et ses encours plus facilement. Voilà, enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. En dernier, lieu, c'est et ce que je vous ai, dit également tout à l'heure, une fois qu'on en est là, c'est de mener une réflexion plus globale, hein. Il faut prendre un peu plus de hauteur sur la transmission de son patrimoine au sens, large, pas forcément de l'entreprise agricole, mais peut-être amorcer des démarches de transmission de son patrimoine, privé, de réorganiser le côté foncier, de faire du démembrement de propriété, peut-être de la donation-partage. Donc là, on interfère, assez rapidement sur les notions de droit civil, mais en attendant, c'est des notions importantes et dès qu'on va toucher la transmission d'entreprise, ça va forcément faire tache d'huile sur la transmission du reste. Donc reste au sens, votre patrimoine privé, que ce soit la résidence principale, résidence secondaire, peu importe ce dont on parle, des actifs financiers, ça va forcément interférer sur tout ça. Hem, alors, très rapidement, hein, comment optimiser la transmission? Ben, je l'ai évoqué à différents moments. Hem, il faut préparer et anticiper tout ça. Donc, pour la partie, pension de retraite, pour essayer de l'estimer, l'évaluer, ça peut être de faire un audit retraite ou de se rapprocher de la MSA pour qu'elle fasse des estimations avec vous. Et puis pour la partie, comment j'organise mon complément de revenu une fois que je l'ai mis en place et que je l'ai déterminé, ça peut être de vous accompagner à travers un audit patrimonial. Donc c'est les boîtes à outils qu'on a, pour répondre à ces 2 problématiques, ici.
Et là, je boucle, sur, mon schéma que vous avez déjà vu, où, bah, la conclusion, elle est qu'il y a pas de solution miracle ni standard. Chacun d'entre vous va avoir sa propre solution, son propre rétro-planning, son propre plan d'action, mais il faut avant tout se poser les bonnes questions et au bon moment et le plus tôt possible. Alors plus tôt, pas 15 ans avant, c'est trop tôt, mais essayer d'être dans l'anticipation. Et aussi, il faut s'attendre à ce qu'il y ait tout un tas de professionnels, hein, qui interagissent autour de vous, que ça soit au niveau de Serfrance ou au niveau des partenaires bancaires, des notaires, la SAFER, du répertoire départemental à l'installation. Bref, chacun a son rôle à jouer et c'est important de s'entourer d'une équipe alliant différentes compétences pour vous accompagner au mieux. Puisque le champ, du domaine de compétences est tellement large et peut être tellement spécifique, qu'il faut bien tout ça pour vous accompagner au mieux dans cette problématique de transmission d'entreprise. Hem, D'ailleurs, c'est vrai que c'est des points que j'ai pas forcément, soulevés. Heu, mais comment trouver un repreneur, hein, ça peut être de vous rapprocher donc je l'ai cité à l'instant, du répertoire départemental à l'installation, qui est géré par la chambre d'agriculture. Ça peut être de vous rapprocher de la SAFER. Il y a aussi d'autres entités telles que Terre de Liens. Donc il y a pas mal de choses qui existent et puis, très important aussi, je ne l'ai pas illustré, mais ça coule de source, hein, c'est de vous faire un rétro-planning et un plan d'action en disant: «Bah, à tel moment, je dois avoir telle personne pour répondre à telle question». Ça, c'est super important et ça doit être votre fil rouge tout au long de votre préparation à la transmission. Voilà, j'ai un peu débordé, je m'en excuse. Je vous remercie et puis, si vous avez des questions, ben, vous pouvez, me les poser, sans souci. Si je peux y répondre, bien sûr, dans la mesure où après, je me permettrai d'orienter vers les collègues, qui sont plus calés, que moi. Oui, bonjour Claude Vauden. Bonjour. Qu'en est-il du pacte du trade dans cette... Alors je ne l'ai pas cité, mais en effet, ça peut être des possibilités pour faciliter, la transmission. Que ça soit une entreprise individuelle ou sociétaire, hein, d'ailleurs. C'est vrai qu'on le sait assez rarement, mais ça peut toucher aussi les entreprises individuelles, c'est possible. Là, ça vous permet d'aller chercher sur le plan fiscal des abattements non négligeables, puisque je parle d'un abattement de 75 jusqu'à une valeur de 300 000 €. Donc ça, c'est des choses importantes, qui peuvent être mises en place, qui facilitent bien les choses et surtout dans le cas de transmission, familiale. Puisque qui dit pacte du trail, dit, donation, enfin, transmission à titre gratuit. Donc ça arrange bien la sauce sur le plan fiscal, mais après sur le plan civil, il ne faut pas oublier que, si vous transmettez 300 000 €, sur le plan civil, ça restera toujours 300 000 €, alors que sur le plan fiscal, va rentrer, sur votre assiette, fiscale, hop, pardon, heu, je vais y arriver, excusez-moi, hop, je suis désolée, j'ai un petit problème. Sur le plan fiscal, on va, rentrer sur l'assiette taxable, 75 000 €. Enfin, je ne sais pas si je suis très, si mes explications sont très claires, mais ce que je veux vous faire toucher du doigt, c'est que oui, on peut faciliter grandement les choses sur le plan fiscal, mais il ne faut pas oublier quand même les règles du jeu au niveau civil et surtout ces notions, quand on parle de transmission au niveau familial, de réserve, puisque les enfants sont des héritiers réservataires et que, par principe, on ne peut pas, les déshériter, hein. Il faut qu'ils aient leur réserve. On peut faire ce qu'on veut de la quotité disponible, ça c'est bien, c'est la partie qui vous que dans votre masse successorale ou la masse à donner, à transmettre, avec laquelle vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez la donner à qui vous voulez, à un enfant comme à une
tierce personne, il y a pas de problématique. Mais en attendant, voilà, faut quand même s'il y a des avantages fiscaux un peu partout à travers ce pacte du trail, à travers des mécanismes d'exonération, d'abattement, faut quand même pas, oublier le côté civil, en fait, hein. C'est surtout ce que je voulais, pointer du doigt. Ça répond à votre question, monsieur Vaudaine, ou? Oui, partiellement, mais on aura le temps de Oui, après d'y vous rapprocher. pouvez, voilà, on peut se revoir, bien sûr, hein, à l'issue de tout ça. Vous pouvez rentrer en contact. Je ne sais pas si Alessia, on a le moyen de faire, de transférer à tous les participants mes coordonnées peut-être? Oui, oui, oui. Voilà, Je vais vous l'ajouter dans le chat et puis, de toute façon, je vais le rappeler dans le mail avec le lien vers le replay. d'accord, d'accord. Mais oui, oui, enfin, pour conclure sur la question de monsieur Vaudaine, oui, j'ai pas abordé le pacte du trail, mais ça reste, un outil, qu'on utilise régulièrement dans notre boîte à outils. Quand je dis boîte à outils, c'est bien sûr les outils pour faciliter, les choses sur le plan fiscal.